regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra prend part à la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Storykillers, le sujet qui occupe ces dernières heures, journaux et réseaux sociaux. Un consortium international de journalistes d'investigation vient de mettre à jour l'ampleur des campagnes de désinformation. La société fantôme sioniste au service de Rabat. Et en Palestine, des dizaines de colons prennent d'assaut la mosquée Al-Aqsa Al-Quds. Au même moment, les prisonniers palestiniens poursuivent la campagne de désobéissance face à l'administration pénitentiaire coloniale. Et pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine, un ministre sioniste sur place. De son côté, l'Union européenne annonce un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, prend part à la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, dont les travaux se déroulent au siège de l'organisation continentale dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Les travaux de cette session du Conseil exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères des États membres interviennent en prélude du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf ». Et justement, la ZLECAf, qui est la plus grande zone de libre-échange du monde, est l'un des projets phares de l'Union africaine. La consolidation des couloirs économiques devra permettre d'augmenter les taux d'échange commerciaux dans le continent. Les détails avec Mohamed Ouali Ben Chaban. La zone de libre-échange de l'Afrique peut apporter au continent une croissance économique inclusive considérable. Pour parvenir à un développement durable, l'Afrique doit accélérer le rythme de son industrialisation. C'est une étape cruciale pour l'intégration continentale, la création d'un marché africain qui assure une libre circulation des marchandises entre les pays africains à l'horizon 2028 pourrait même concurrencer les autres blocs économiques internationaux. La ZLECAf a un immense potentiel pour stimuler la croissance économique et transformer les perspectives de développement du continent si des mesures supplémentaires sont prises pour réaliser et répartir équitablement ces nombreux avantages potentiels, car ces résultats ne viendront pas automatiquement. L'Algérie, qui a engagé plusieurs réformes économiques, demeure pleinement convaincue de la nécessité de soutenir les politiques économiques visant à hisser le taux de croissance industrielle et de diversification économique dans les pays africains. La ZLECAf continentale africaine est entrée en vigueur en 2019 dans l'objectif de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent, basé sur la libre circulation des activités et des investissements inter-africains. Actualité continentale toujours, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a pris part en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune au 40e sommet du comité d'organisation des chefs d'État de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, organisé en visioconférence. Lamamra a mis en avant dans son allocution lors des travaux du sommet la priorité accordée par le président de la République au développement de l'économie nationale et au renforcement de la complémentarité économique au plan régional et continental.
Affaire Story Killers, une société fantôme sioniste aurait influencé des dizaines d'élections dans le monde au moyen de faux comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi d'espionnage et de lobbying auprès des décideurs politiques. Une cellule de désinformation qui aurait interféré dans les campagnes électorales et des référendums, notamment en Afrique et en Europe. Les détails avec Sofiane Baroudi. De nouveaux rebondissements viennent s'ajouter dans l'affaire Rachid Mbarki, présentateur de BFM TV, visé par une enquête intérieure pour des soupçons d'ingérence et des opérations d'influence au profit de puissances étrangères. L'enquête Story Killer a mis au grand jour plusieurs séquences non validées par la rédaction en chef, mais diffusées à l'antenne de la première chaîne d'information de France par Rachid Mbarki, sur des dossiers de grande importance internationale, à l'instar de la situation au Sahara occidental. L'enquête a été menée avec le consortium Forbidden Stories, qui avait déjà révélé le scandale d'espionnage Pegasus, software sioniste utilisé par le Royaume du Maroc pour des activités de cyber-répression contre des journalistes et des militants, ainsi que pour des opérations d'espionnage visant de hauts responsables. Le contenu en question proviendrait d'une entreprise spécialisée dans l'industrie de la désinformation, constituée par des anciens des services de renseignement et de l'armée d'occupation sioniste basée à Tel Aviv. L'officine dénommée Team George offre une panoplie de services dans la plus totale illégalité, au profit d'oligarques, d'entreprises, mais aussi d'États. Opérations d'influence via création de faux comptes dans les réseaux sociaux, fabrication de faux documents, production de contenu audiovisuel à vocation de désinformation. Et la liste est encore longue. Ces mercenaires de la désinformation sont spécialisés dans la manipulation des opinions publiques et auraient déjà interféré dans des dizaines de processus électoraux, orchestrant de véritables opérations d'ingérence à grande échelle que l'entreprise sioniste revendique ouvertement. À ce propos, le patron de l'officine s'est vanté à des journalistes de Story Killers de sa possibilité à faire passer des sujets sur les chaînes françaises. BFM TV a enclenché une audit interne pour enquêter sur ces graves faits d'ingérence au profit du Maroc et de l'entité sioniste. Le directeur de la chaîne Marc-Olivier Fogiel explique que le journaliste Rachid Mbarki a décidé de donner les informations de son propre chef sans passer par le circuit de validation. Il exprime également qu'il n'y aurait pas de complicité interne, même si l'identité de l'intermédiaire, elle, est bien connue. Il s'agirait d'un lobbyiste qui s'est spécialisé dans la désinformation, notamment sur la guerre en Syrie, et qui proposerait des rémunérations à des journalistes contre la livraison de contenu clé en main à passer à l'antenne. L'affaire révèle également la collusion à des fins de déstabilisation et de désinformation via des procédés d'ingérence orchestrés par le Royaume du Maroc et le régime d'apartheid sioniste, avec pour champ le vieux continent. Les révélations de l'enquête Story Killers, qui défraie la chronique, viennent s'ajouter au scandale de corruption et de manipulation Morocco-Gate qui entasse le Parlement européen et implique directement les services extérieurs marocains. 2 semaines seulement après la réunion de haut niveau Maroc-Espagne et la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, Unidas Podemos déterre un projet de loi visant à accorder la nationalité espagnole aux ressortissants sahraouis nés avant le 26 février 1976 dans la province et à leurs descendants. Unidas Podemos prévoit cette semaine de défendre le projet de loi lors de la session plénière du Congrès espagnol, une mesure sous la modalité de la lettre de naturalisation qui bénéficiera aux Sahraouis nés avant le 26 février 1976, c'est-à-dire date à laquelle le territoire du Sahara occidental a cessé d'être sous sa souveraineté espagnole. Le Premier ministre malien de transition, Choguel Maïga, effectuera vendredi une visite de 4 jours dans la région de Gao qui échappe au contrôle malien. Une première pour Maïga depuis sa nomination à la tête du Premier ministère il y a de cela 18 mois. Un signe que l'accord d'Alger va bon train. La région de Gao est devenue, rappelons-le, le refuge de nombreux déplacés fuyant les menaces terroristes du groupe d'État islamique dans le Grand Sahara. Depuis plusieurs mois, les organisations humanitaires font état de l'arrivée des centaines de personnes en provenance de la région de Ménaka, située dans la zone des 3 frontières. Toujours en Afrique, le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, a promis le respect du calendrier électoral selon la Commission électorale nationale indépendante. Pour rappel, la charte de la transition signée le 14 octobre 2022 par le président de la transition prévoit l'organisation d'élections générales au terme d'une période de 24 mois à compter du 2 octobre dernier.
Nous vous le disions en titre, dans les territoires palestiniens et sous une haute protection sécuritaire de la police d'occupation, des dizaines de colons ont pris d'assaut les cours de la mosquée Al-Aqsa, une incursion de plus qui vise à la judaïsation des lieux saints et la vieille ville Al-Quds. Naïla Aït Hamouda. Les exactions sionistes contre le peuple palestinien ne faiblissent pas. La ville d'Al-Quds occupée est devenue la cible de provocations de plus en plus flagrantes. Sous une haute protection sioniste, des dizaines de colons, dont des étudiants des instituts talmudiques juifs, ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins, effectuant des tours de provocation et pratiquant des rituels talmudiques sur ces esplanades. Une démonstration de plus qui s'ajoute à des faits similaires quotidiens dont l'administration d'Al-Quds ne cesse de condamner. La police d'occupation a été déployée dans les cours d'Al-Aqsa lors de l'assaut des colons. Elle tente d'empêcher, comme à chaque fois, les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte en les fouillant et en leur imposant des restrictions à l'entrée du lieu saint de l'islam. La ville d'Al-Quds n'est pas la seule ville à être le théâtre de provocations et de violences. Les forces d'occupation sionistes ont par ailleurs fait exploser à l'aube le domicile familial du martyr Mohamed Kamal el-Jabari à Al-Khalil, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Selon Bassam el-Jabari, le cousin du martyr, la horde sauvage sioniste a encerclé la région de Qayzoun et y a encerclé la maison familiale du jeune palestinien assassiné en octobre dernier, tout en forçant des dizaines de personnes à évacuer leur foyer avant de mettre à terre la maison du martyr, endommageant plusieurs maisons voisines. Ces exactions et ces incursions de l'entité sioniste sont devenues le lot quotidien des Palestiniens, où qu'ils soient, à Ariha, à Ramallah et Al-Khalil. Aucune ville n'est épargnée et les arrestations ne se comptent plus. Pour la 5e fois en quelques semaines, les Français sont appelés ce jeudi à manifester et à faire grève contre une réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Les syndicats souhaitant se concentrer sur l'échéance du 7 mars où ils menacent de mettre le pays à l'arrêt. Le Front intersyndical contre ce projet de réforme veut mettre toutes ses forces dans la journée du 7 mars lors de laquelle il menace de mettre le pays si le gouvernement ne renonce pas à reporter l'âge de la retraite à 64 ans contre 62 aujourd'hui. Conflit en Ukraine, une première depuis le début du conflit il y a presque une année. Le chef de la diplomatie sioniste, Eli Cohen, est arrivé jeudi matin à Kiev. Il doit rencontrer son homologue Dmytro Kuleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Début février, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré que son pays envisagerait une aide militaire pour l'Ukraine. Conflit en Ukraine, toujours de nouvelles sanctions contre la Russie en préparation à Bruxelles, où se réunissent les ministres de la Défense européens et membres de l'OTAN pour accélérer leur livraison d'armements et de munitions à l'Ukraine. Un 10e paquet de sanctions contre Moscou coûterait, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 11 milliards de dollars à l'économie russe. Des dizaines de composants électroniques utilisés dans les systèmes armés russes seraient dans le viseur de l'Union européenne. Avec 9 paquets de sanctions en place, l'économie russe régresse. Et pour maintenir une forte pression, nous proposons un 10e train de mesures. Il contient de nouvelles interdictions commerciales et de nouveaux contrôles des exportations de technologies vers la Russie. Ce paquet vaut en tout 11 milliards d'euros. Nous proposons notamment des restrictions sur des dizaines de composants électroniques utilisés dans les systèmes armés russes. Donc, pour la première fois, nous proposons également de sanctionner les opérateurs iraniens, y compris ceux liés aux gardiens de la révolution. Il est notre devoir de le faire, notre devoir de sanctionner cela. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.